Bonsoir Charlotte Parmentier-Lecocq. Et merci d'être là, Madame la Ministre, d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, à vos côtés, Thierry Ratsimivé, bonsoir à vous. Passionné de politique, on va le voir, et de communication, qui a découvert l'Assemblée et la rédaction d'LCP. Duo Day oblige. Thierry, atteint d'hémiplégie à la naissance, va dialoguer avec vous, Madame la Ministre, juste après les présentations qui nous sont faites par Stéphanie Despierres. Interview tous ensemble, juste après donc. Si on vous invite, Charlotte Parmentier-Lecocq, c'est parce que vous êtes ministre chargée du handicap. Le gouvernement Barnier, nommé pourtant juste après les Jeux paralympiques, n'avait pas de portefeuille dédié. Face aux protestations des associations, l'erreur est rectifiée avec votre arrivée une semaine plus tard. Ancienne députée Renaissance désormais à Horizon, ex-présidente de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, Charlotte Parmentier-Lecocq, vous êtes une spécialiste de la santé au travail et des ressources humaines. Après 10 lois en 40 ans, comment favoriser l'intégration des travailleurs handicapés ? Aujourd'hui, justement, c'est le Duo Day, une journée d'immersion en entreprise pour les personnes touchées par le handicap. Face à vous, il y a donc Thierry Ratsimivé, notre partenaire du LCP, passionné de politique et de communication. Bénévole à la radio Vivre FM, il tient une chronique hebdomadaire. La vie de Thierry, le handicap au quotidien. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel La vie de Thierry. Né prématuré, Thierry Ratsimivé est devenu hémiplégique à la suite d'une erreur de soins en couveuse. Il n'appartient à aucune association, mais milite pour que les handicapés se construisent une vie comme tout le monde. Il nous a aidés à préparer l'interview et vous posera aussi, Charlotte Parmentier-Lecocq, toutes les questions qui lui tiennent à cœur. Et bienvenue à vous deux sur ce plateau. Merci d'être là, je dirais, ensemble. C'est rare. Madame la Ministre, c'est vrai que les Paralympiques ont été un immense succès. On a tous changé notre regard sur le handicap. Et pourtant, quand le gouvernement de Michel Barnier a été nommé, il n'y avait pas de ministre chargé des personnes en situation de handicap. Il a fallu attendre 6 jours. 6 jours de trop, non ? Alors, pas tout à fait exact parce qu'il y avait un ministre en charge du handicap, puisque c'est Paul Christophe qui est ministre délégué, des solidarités, de l'autonomie, de l'égalité des femmes et des hommes. Pas de portefeuille et donc dédié. dedans, il y avait dans son portefeuille, il y avait le handicap. Et étant donné que c'était par ailleurs un député très engagé sur la question, il avait bien à cœur de porter ses politiques. Maintenant, le Premier ministre a bien entendu que ça posait vraiment une question par rapport à la reconnaissance que les personnes en situation de handicap attendent d'avoir un interlocuteur dédié au sein du gouvernement. Et donc, il a tout de suite souhaité rectifier le tir. Thierry, les associations se sont mobilisées. Et la page est tournée ? Là où la page n'est pas tournée, là où on a été déçus à cette époque-là, c'est que vous aviez eu un immense succès populaire lors des Jeux Olympiques. Vous aviez eu aussi le discours du président Macron qui a promu l'inclusion, une nation solidaire. Et voilà que l'on attend 6 semaines votre nomination. Un peu 6 semaines, c'était moins long. Moins de 6, c'était moins long. On a quand même attendu. Il a fallu que des associations se manifestent pour avoir une délégation qui s'occupe des personnes handicapées spécifiquement. Et vous comprenez que la nomination de Paul Christophe, même si je le respecte, est un peu globale, a été globale. Il aurait fallu tout de suite avoir... Un portefeuille dédié. Un portefeuille dédié. En tout cas, ça a été rectifié. Et donc, j'ai été ça a été rectifié après une manifestation sur les réseaux sociaux, même à Vivre FM, on s'est mobilisé, on a reçu pas mal Et Vivre FM, c'est la radio où Thierry a une émission hebdomadaire. C'est la radio de l'inclusion, de la différence et de la diversité. Et donc ça, je vous dis, Madame la Ministre, ça nous a choqués. Parce qu'on attendait du gouvernement qui suivent les paroles de M. Macron. Or, ça a été tout le contraire. Alors, justement, maintenant, on est aux actes et on a une incarnation, comme on dit, avec Charlotte Lecocq-Parmentier. On va parler des objectifs. D'ailleurs, on les connaît, les objectifs de ce ministère. C'est au fond de rendre effective la loi de 2005, la loi Chirac sur l'égalité des droits. Sur l'accessibilité, Thierry, c'est assez amusant en discutant ce matin sur les transports. C'est le premier volet. C'était facile de venir jusqu'à nous ? Non, pas du tout. J'habite à Créteil, donc je prends la station préfecture, il y a des escaliers à descendre et à monter, à descendre pour prendre le métro. Ensuite, je m'arrête à Concorde, il y a des escaliers, il n'y a pas d'ascenseur.
Et arriver à l'Assemblée nationale, c'est pareil, vous avez que des escaliers. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment font les personnes handicapées? À moins de trouver une âme charitable qui porte la chaise roulante, c'est difficile. D'autant plus que la loi de février 2005 garantissait l'accessibilité des locaux en priorité. Les transports. À quand les métros et les trains 100% accessibles? Oui, je voudrais dire à Thierry que ce qu'il dit, c'est quelque chose qu'on me dit très souvent, en fait, depuis que j'ai été nommée. Et puis, on me le disait auparavant quand j'étais présidente de la Commission des affaires sociales. Mais très souvent, la première des choses qu'évoquent les personnes en situation de handicap, quels que soient les handicaps, mais peut-être plus particulièrement pour les personnes qui sont en fauteuil roulant, la question de l'accessibilité est prépondérante, avec en particulier la problématique des transports, la mobilité dans les transports, etc. Ce qu'on peut se dire, c'est que avec la préparation des Jeux olympiques, des Jeux paralympiques, il y a eu un coup d'accélérateur qui a été fait et qui a montré qu'on pouvait faire. Il faut de la volonté, il faut aussi des moyens. Mais on peut faire, et surtout, je pense que globalement, maintenant, ce qu'il faut, c'est à chaque fois qu'on a des nouveaux projets en termes d'infrastructures, on intègre tout de suite la question de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Ce qui fait que le métro, c'est très compliqué, parce que le métro est plus ancien, et tout ça n'avait pas du tout été pris en compte. Mais on progresse à la SNCF, notamment. Alors, oui, il y a des progrès à la SNCF, il y a des progrès aussi dans l'aviation. Moi, j'étais à l'aéroport Charles de Gaulle, où ils ont fait d'importants aménagements et tout un parcours vraiment qui prend en compte les différents types de handicap. Et j'ai eu un échange vraiment très riche avec le président d'Aéroports de Paris et aussi avec les salariés qui ont travaillé sur la démarche et aussi des personnes en situation de handicap qui en ont bénéficié. Et alors, je me permets d'interrompre votre enthousiasme, c'est-à-dire que... Oui, ce qu'il a expliqué, juste, je voulais dire quelque chose, ça va vous faire plaisir Thierry, c'est que de s'engager dans une démarche pour améliorer l'accès des aéroports pour Paris, ça a été un élément très moteur aussi pour l'ensemble de ses équipes et qu'en faisant cela, il a contribué aussi à l'image d'Aéroports de Paris et à l'accueil global de tous les voyageurs. Un petit mot, puis ensuite on va parler de l'emploi, parce que c'est important. Oui, c'est vrai. Bon, je me permets d'interrompre votre enthousiasme. J'ai une amie qui est en fauteuil roulant. Elle est rentrée à 1h du matin d'une soirée et elle a demandé, les ascenseurs ne fonctionnaient plus, elle a demandé à la SNCF de l'aider. Qu'est-ce qu'on lui a répondu? Madame, vous n'êtes qu'un numéro, on ne vous aide pas. Donc elle a dû attendre jusqu'à 3h du matin que deux usagers veuillent bien l'aider. Sans cela, elle ne serait pas rentrée chez elle. Oui, donc... Et ces usagers... Non, mais là, oui, ce que vous décrivez, c'est tout à fait inacceptable. Alors, ce n'est pas la politique de la SNCF. Maintenant, ça n'exclut pas que c'est inacceptable et qu'il puisse y avoir des comportements comme ça. Moi, j'ai peu de remontées de ce point de vue-là de la SNCF, mais je pense que c'est important que l'entreprise ne tolère pas ce type de dérapage qui sont complètement pas du tout professionnels déjà d'une part et qui est inadapté. Et je vois aussi d'autres entreprises comme G7, Uber, qui ont développé aussi une offre plus accessible en mobilité, mais qui sont conscientes aussi qu'elles doivent continuer à s'engager, à s'investir et qui ne tolère pas qu'un salarié puisse avoir un écart de comportement comme celui-là. Un tout petit mot sur un député à l'Assemblée. Thierry disait qu'il y avait encore des progrès à faire, même pour rendre accessible le Palais Bourbon. Lui a fait beaucoup, il s'appelle, vous le connaissez bien, Sébastien Pétavy, il est député écologiste et il porte une proposition de loi pour rembourser la gratuité du fauteuil roulant. Est-ce que vous allez soutenir le texte ? Alors d'abord, je voudrais dire, quand même souligner l'engagement, parce qu'on est dans les locaux de l'Assemblée nationale, de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui a voulu aussi porter ces travaux d'aménagement, rendre accessibles, qui étaient aujourd'hui à l'Assemblée dans un événement autour du DUOD. Enfin, on en reparlera sur les questions d'emploi, mais le remboursement le chemin intégral est parfois long, mais vous soutenez ? La volonté, en tout cas, elle est là. Alors, sur le remboursement intégral, c'est vraiment le premier chantier que j'ai repris en main à partir de ma nomination.
C'est une promesse du président de la République, une promesse que le Premier ministre a confirmé qu'il souhaitait tenir, que le gouvernement et moi, en première ligne, souhaitent complètement tenir. Et donc, il y a une difficulté, c'est que ça fait quand même déjà plus d'1 an et demi, 2 ans que les discussions sont en cours, 1 an et demi, puisque la promesse a été faite en avril 2023. Elles sont longues, elles sont complexes. Vous pouvez vous engager sur une date ? Alors, un calendrier rapidement ? L'engagement que j'ai pris, c'est d'atterrir sur le choix d'un scénario dans les modalités de remboursement avant la fin de l'année. D'accord. À partir du moment où ce choix sera entériné et qui est issu de la négociation, quand on sera mis d'accord sur quel type de remboursement, à partir de là, il y a encore un temps. Quand est-ce que ce sera remboursé alors ? À partir de cela, il y a encore un temps de mise en œuvre opérationnelle. Ce que je suis en train d'essayer d'obtenir en termes d'organisation, de logistique, etc., c'est qu'on puisse atterrir aux alentours de septembre 2025. Allez, c'est dit. Voilà. Septembre 2025. Oui, c'est un objectif à date que vous souhaitez fermement. Que je souhaite tenir. Et on sera là pour vérifier. On avance parce que l'emploi, c'est très important. On a regardé évidemment la loi de 2005, c'est 6%. L'objectif de personnes en situation de handicap. Dans le privé, on n'y est pas du tout, 3,5. Et dans le public, 5,4. D'un mot, qui traîne les pieds, qui ne joue pas le jeu. Et puis Thierry vous racontera son expérience par rapport à l'emploi dans une minute. Il y a une difficulté encore sur la représentation et les peurs que peut susciter le handicap. C'est-à-dire que, c'est un petit peu ce qu'a dit Thierry, on n'est pas pris en considération et certaines entreprises... La peur de qui ? Du dirigeant d'entreprise ? La peur, ça peut être la peur du dirigeant, c'est peut-être plus aussi dans les petites entreprises. Les très grosses entreprises qui sont plus staffées sont généralement plus enclines à s'engager dans les démarches et en ont fait parfois un fer de lance d'ailleurs d'attractivité, de sens, aussi pour valoriser leur politique, leur image et donner envie à des personnes de venir travailler chez elles, avec la conviction que des personnes qui sont en situation de handicap, elles ont aussi des aptitudes, et ces aptitudes, elles peuvent les utiliser. Alors Thierry, vous l'avez compris, il a beaucoup de compétences, il a beaucoup de talent, et il a envie d'un contrat de travail. Son expérience, c'est qu'au fond, systématiquement, Thierry, racontez-nous, oui au bénévolat, jamais payé. Écoutez, c'est vrai que j'ai un parcours assez spécialisé, je sortais de SECPA, en primaire. Après, au collège, on m'a orienté en cuisine, en bâtiment, en peinture et tout. Donc, je ne pouvais pas faire ça parce que la station debout est pénible. Oui. Ensuite, je suis parti, on m'a orienté, j'ai fait une 4e, 3e d'insertion, mais je n'ai pas pu suivre car avec le décalage qu'on vous fait, vous n'avez que des matières spécifiques dans SECPA, des matières allégées, comme on appelle tant ça. Donc, vous suivez que ces matières-là, vous n'arrivez pas à suivre. Arrivé cela, 4e, 3e, arrivé à la seconde. La seconde, on vous propose de suivre le parcours général. Et c'est là où le bas blesse. Puisque lors de ces classes-là, ces classes spécialisées, vous n'avez que de l'anglais, des matières allégées, enfin, vous n'êtes pas préparé à suivre le rythme. Une fois que vous suivez cette seconde, vous avez des difficultés. Lorsque vous avez des difficultés, où on vous met ? On vous met, moi on m'a proposé en tant qu'orientation pour la première et la terminale, comptabilité, commerce, sanitaire et social. Alors que vous vouliez, au contraire, vous faire plutôt de la communication. Faire de la communication et de l'économie à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une fois c'est simple, j'ai procédé par élimination. Comptabilité, commerce, je ne peux pas, étant donné que j'ai une station debout pénible. Sanitaire et social, ça ne m'intéressait pas trop. C'est tout ce qui est ménage, tout ce qui s'occupait des personnes sociales, ça ne m'intéressait pas trop, de par ma station debout pénible et de par mon handicap en général. Il ne restait donc que la comptabilité. Une fois que j'ai fait de la comptabilité, malheureusement... Alors, rapidement, la question. Oui. Où vous voulez en venir ? Parce qu'on ne vous a jamais permis, ni dans le cursus scolaire, la question, Madame la ministre, ni dans l'après, de faire ce que vous aviez envie. La question, Madame la ministre, c'est que vous parlez tout à l'heure de l'emploi, mais l'écueil... Il faut choisir, mais avant de choisir, vous avez une scolarité... On oriente la majorité des personnes handicapées dans des ESAT, dans des établissements spécialisés. Établissements spécialisés qui ne permettent pas à la personne handicapée
de se projeter, oui, puisqu'on la met dans des cases. Alors la question, c'est celle de la mixité avec les personnes valides, celle de la question de l'inclusion et de l'orientation. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux faire, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux changer complètement de paradigme et de politique, c'est-à-dire privilégier l'inclusion au lieu de privilégier tout de suite les ESAT? Charlotte Parmentier-Lecocq. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on est en train de faire. En fait, pendant de nombreuses années, même des décennies, la manière dont on accompagner les personnes en situation de handicap, c'était de créer des institutions dans lesquelles on avait des activités, alors par exemple des ESAT avec des activités un petit peu classiques, mais sans projeter l'idée de permettre à la personne de pouvoir faire son choix. C'était plutôt la personne devait rentrer dans une case. Aujourd'hui, on a changé complètement le paradigme de ces politiques. La volonté, c'est que ce soit le système qui s'organise et qui se mobilise pour permettre à la personne de faire son choix. Qu'on parte de son choix en termes de vie, d'hébergement, de travail, d'activité, et que le système, c'est-à-dire notamment les moyens du médico-social, les ressources du médico-social, s'organisent pour aller vers ça. Et c'est ce qu'on est en train de demander, si je prends l'exemple des ESAT, on est en train de leur demander de se transformer pour aller vers beaucoup plus de liens avec l'entreprise ordinaire, pour aller vers plus d'activités et pour non pas uniquement accueillir des personnes dans des ateliers, ce qui est fait et qui peut être nécessaire pour permettre de découvrir des activités, affiner un peu son projet, mais que ce soit juste une étape pour pouvoir aller ensuite vers progressivement l'emploi dans l'entreprise avec de l'accompagnement. Un tout petit mot, puis je vous laisserai sans doute discuter en dehors de ce plateau parce que le temps nous est compté. Vous avez vu que la GFIP a perdu ses crédits 20%. Il y a une mobilisation sur Internet, une pétition. C'est une question, je me fais votre porte-parole, Thierry, qui tient à cœur à Thierry. Est-ce que vous allez revenir là-dessus? C'est une association qui permet de financer les formations. Oui, bien sûr. Alors moi, je rassurais vraiment tout le monde là-dessus. Ça a été un point que j'ai eu sur la table en fait en arrivant à mon ministère très rapidement. Et avec Astrid Panosyan-Bouvet, la ministre du Travail, on a tout de suite voulu corriger le tir. Et les parlementaires à l'Assemblée nationale ont souhaité qu'on modifie les choses et qu'on déplace, donc ça passera pas. Qu'on rétablisse. Merci. On s'arrête là. On aurait pu continuer cette conversation, parler aussi du harcèlement sur notamment les jeunes élèves en situation de handicap, parce que c'est ce qui est arrivé à Thierry. Et l'enfance est souvent très cruel. Mais je vais vous laisser discuter en privé, si j'ose dire. Bonne chance à vous, Thierry, et merci beaucoup d'avoir accepté ce jeu de dialogue avec Thierry, Madame la Ministre.